Bonjour à tous. Je vais me présenter brièvement. Donc, Julien Proutot. Moi, je travaille pour une société qui s'appelle MD101 Consulting. Donc, on est une société spécialisée dans l'accompagnement des fabricants de dispositifs médicaux et on traite pas exclusivement, mais très majoritairement les sujets liés à la réglementation des dispositifs médicaux et principalement les dispositifs médicaux numériques. Donc, on traite pas mal de logiciels. Donc là, on va réaliser une petite table ronde pour échanger sur ces sujets réglementaires. L'idée, on va plus se focaliser sur la réglementation des dispositifs médicaux, en particulier des dispositifs numériques. Voilà, l'idée, c'est d'avoir le point de vue de plusieurs acteurs dans le domaine. Donc, on va commencer avec vous, docteur Étienne Cousin, donc pharmacien, praticien hospitalier au CHU de Lille et porteur de la chaire industrielle Elodie, comme vous l'avez présenté brièvement tout à l'heure. Donc moi, ce que j'aimerais avoir, c'est de votre point de vue de praticien. Pour vous, cette nouvelle réglementation qui vient de nous être présentée, quel impact elle a eu? Est-ce que vous trouvez qu'elle a quand même un impact plutôt positif sur la sécurité des produits? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous étiez sensibilisé, cette réglementation des dispositifs médicaux? Un impact progressif, on va dire, parce que la phase de transition réglementaire, on la ressent aussi dans les usages. On sent que petit à petit, la qualité monte. En tout cas, on le sent dans les interlocutions qu'on a avec les éditeurs. On ressent cette qualité qui monte, même si, encore une fois, c'est assez progressif. On était sensibilisés parce que, comme l'a dit Louis, les pharmaciens hospitaliers, depuis très très longtemps, achètent du dispositif médical, utilisent du dispositif médical, évaluent du dispositif médical. Et classiquement, dans les hôpitaux, on a des structures collégiales médico-pharmaceutiques où on passe en revue soit des médicaments, soit des dispositifs médicaux pour décider si oui ou non on en fera l'usage dans l'hôpital. Et autant pour des dispositifs médicaux implantables, des prothèses, des stents. On avait vraiment l'habitude d'aller étudier les données disponibles et de faire les analyses. Il y a une demande extrêmement croissante sur des dispositifs médicaux numériques. Moi, je l'ai ressenti beaucoup arriver en premier sur la radiologie avec des outils numériques autour de l'IA qui ont vraiment été un gros coup d'accélérateur il y a 4-5 ans sur ce sujet-là. Et au tout début, on était assez dépourvus pour appliquer les méthodes d'évaluation telles qu'on avait l'habitude de le faire sur un dispositif médical, encore une fois, assez classique. On allait chercher des revues dans les essais cliniques, dans les revues des revues médicales assez classiques. Et là, sur le numérique, au début, c'était un peu compliqué de s'habituer. Mais ça fait quelques années maintenant. On évalue, on sent que la qualité monte. Et là aussi, Louis l'a bien dit. On sent aussi qu'il y a une fébrilité du côté des éditeurs et des fournisseurs avec qui on a commencé à travailler, à développer des solutions. Et on se dit, comme on l'a vu sur le dispositif médical stérile classique, on a une petite crainte sur le fait de savoir si les éditeurs avec lesquels on a commencé à travailler seront encore sur le marché dans les mois et les années qui viennent. On entend maintenant de manière plus en plus régulière des startups qui arrêtent pour des raisons clairement affichées, réglementaires, de se dire la barrière est trop haute, elle est trop chère, et on laisse tomber le projet. C'est rare que ce soit déjà des produits qui soient utilisés dans la vie courante, par contre, dans l'usage clinique quotidien. On est encore sur des produits dont on a commencé à essayer de faire des preuves de concept, des usages. On n'a pas encore des produits qui ont réellement lourdement transformé, on va dire, la pratique quotidienne et dont on serait dépourvu du jour au lendemain. Ça, on le dit plus sur le dispositif médical. Là aussi, Louis pourra en parler plus que moi. Mais on sent que ça arrive. Merci. Et malgré tout, est-ce que cette nouvelle réglementation, elle a un petit peu restauré votre confiance dans le marquage CE? Alors, de manière générale, en particulier pour le numérique, voilà, est-ce que c'est vraiment aujourd'hui pour vous un gage quand même de sécurité, de qualité des produits, ou vous restez quand même méfiant? Non, non, alors on reste des pharmaciens, j'ai envie de dire. Donc on a l'habitude de découper tous les dossiers, de faire une analyse un peu critique des dossiers qui nous sont présentés. Le marquage CE, c'est sûr que, le fait que le produit soit évalué par un organisme notifié, bah oui, c'est d'emblée une marque de confiance réglementaire. C'est aussi quelque part juridiquement, je ne vais pas dire une transmission de responsabilité parce qu'on ne perd pas notre responsabilité dans l'usage des produits, mais il y a un cadre réglementaire, on sait qui est responsable de quoi, quand le produit est marqué, il y a des données qui sont disponibles. Donc là-dessus, ça conforte. Après, je pense que ça résout pas non plus tous les problèmes. Le jeu du marquage CE et de la preuve clinique, on voit aussi maintenant, même avant que les produits soient marqués, qu'ils ont dû faire des petites études cliniques, parfois des études assez sérieuses, qui les publient. Et donc, même en amont d'un marquage CE, on commence, nous, à avoir accès à la donnée d'évaluation qui est intéressante à étudier. Donc évidemment, c'est un progrès sur la partie qualité et sécurité des soins des patients. Merci.
Dans un petit peu dans la continuité, Louis Bertin, je vais me tourner vers vous. Donc, pour rappel, hein, vous êtes pharmacien hospitalier et membre du conseil d'administration de l'Association européenne des pharmaciens hospitaliers. Alors, vous avez commencé à parler un petit peu tout à l'heure de ce risque qui avait été évoqué, alors qui était dû principalement effectivement au goulot d'étranglement pour le renouvellement de tous les produits qui devaient se marquer CE suivant cette nouvelle réglementation, avec une première période de transition qui a été jugée, bon, même par les autorités, un petit peu trop courte et rallongée, mais malgré tout planait un petit peu la peur et les risques importants de rupture de produits dans le domaine des dispositifs médicaux. Et puis au-delà de ça, les coûts importants qui ont été les coûts importants qu'ont dû rencontrer les fabricants de dispositifs médicaux pour mettre à jour leur documentation, et en particulier leur documentation clinique, ont fait que certains fabricants ont fait le choix d'abandonner des gammes de produits. Voilà. Alors, est-ce que c'est quelque chose dont vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais que vous avez constaté? Et puis au-delà de ça, est-ce que vous trouvez que du coup, avec l'arrivée de cette nouvelle réglementation, il y a un ralentissement dans la proposition de nouveaux produits ou d'innovation, même incrémentale, hein, des produits que vous avez l'habitude d'utiliser? Alors, oui, comme vous dites et comme je l'ai un peu abordé, c'est vrai que alors, les pharmaciens hospitaliers sur le terrain n'ont pas forcément tous la vue voilà, macro sur les causes exactes et n'ont pas forcément fait le lien avec le règlement européen et avec les nouvelles exigences du marquage CE. Mais par contre, oui, sur le terrain, voilà, ça s'est matérialisé par une augmentation accrue des pénuries et des tensions d'approvisionnement en dispositifs médicaux. Après, sur notre étude européenne n'a pas forcément axé sur la notion d'innovation. C'est-à-dire qu'on a plus identifié des classes de DM voilà, qui étaient plus à risque, ou sur lesquelles on observe plus de tensions d'approvisionnement. On n'a pas focalisé non plus sur les dispositifs médicaux numériques en particulier. Par contre, moi, en tout cas, donc mon expérience de terrain à moi et puis ce qu'on discute entre confrères européens, c'est que c'est aussi vraiment une notion de rentabilité. Ce que les fournisseurs nous expliquent, c'est comme vous l'avez dit également, c'est que ça revient, voilà, ça revient trop cher de mettre à jour ou de faire certaines choses sur certaines lignes de production, sur certaines gammes de produits. Et donc, celles-ci, on les abandonne. Et donc, peut-être qu'in fine, des dispositifs médicaux qui auraient pu connaître, comme vous dites, des innovations incrémentales ne se sont pas faites à cause de ça. Mais en tout cas, moi, je peux pas. Voilà, c'est plus un ressentiment. On n'a pas de données précises dans notre étude pour l'instant. C'est une première étude qu'on a faite. Donc, peut-être que dans la future, on pourra en effet préciser là-dessus. Voilà, et par contre, je voulais juste rebondir aussi sur ce que Étienne a dit sur la perception du marquage CE en termes de qualité. Donc là, pour le coup, on a des retours. Il faut savoir que dans tous les pays européens, ce n'est pas forcément les pharmaciens hospitaliers qui gèrent l'EDEM. Il y a dans plus de la moitié, enfin environ la moitié, mais dans d'autres pas. Mais en tout cas, dans les pays européens où les pharmaciens hospitaliers gèrent les dispositifs médicaux, notamment, je pense à des pays de l'Est comme en Serbie, ils nous disent que voilà, les fournisseurs classiques historiques n'arrivent plus à fournir des prothèses. Ils travaillent dans un centre à Belgrade de chirurgie orthopédique, ils n'arrivent plus à se fournir des dispositifs médicaux et ils sont obligés de se tourner vers des dispositifs médicaux qui n'ont pas de marquage CE. Et là, ils sont très, très, très embêtés. Et ils voient d'ailleurs une différence. En tout cas, ils ressentent, voilà, ils sont déjà embêtés d'un point de vue psychologique, mais surtout, ils voient aussi des différences pour certains types des classes de DM. Donc, malgré tout, voilà, nous, on est aussi attachés à une certaine sécurité garantie par le marquage CE. Voilà, mais c'est vrai que je serais aussi assez curieux de savoir un peu comment les organismes notifiés aussi, est-ce que eux aussi ressentent, voilà, enfin, comment ils peuvent expliquer est-ce que le nouvel règlement fait partie des causes de ces tensions d'approvisionnement? Enfin, ça m'intéresse un peu de. Monsieur Rosset, vous voulez déjà apporter un premier élément de réponse là-dessus? Vous avez, vous avez pas forcément d'avis? Les causes, elles sont multiples, hein. Elles peuvent être aussi, non pas liées au règlement, mais peut-être la pénurie des matériaux aussi dont on a parlé, du contexte géopolitique international que nous vivons aujourd'hui. Donc, il y a ça à considérer. Mais c'est vrai que la réglementation a apporté des tensions sur l'ensemble des acteurs, avec une forme de goulot d'étranglement, malgré que la Commission avait établi une période de transition qui permettait justement d'éviter ce goulot-là. Et donc, voilà, dans l'idée, c'est effectivement, la réglementation nécessite beaucoup d'efforts, de travail sur l'ensemble des acteurs, ce que je présentais, et que l'idée d'anticipation, elle est très importante. Au plus tôt vous entrez dans ce contexte réglementaire, au plus tôt vous le faites au travers de votre
développement, plutôt vous aurez une certification et l'évitement d'un risque de rater ces opportunités de période de transition qui ont une forme de relativité, puisque on parlait de première période de transition liée au Covid que je présentais, mais on ne s'attendait pas potentiellement à plus. Puis au-delà du contexte qui a été apporté, il y a eu une deuxième période de transition. Donc il faut, je pense, travailler au plus tôt pour que, dans ce contexte complexe, pour que on puisse répondre à ces exigences européennes, en tout cas. Merci. Mais je partage ce constat, mais c'est vrai que l'impact de la réglementation, nous, on a plusieurs de nos clients qui en ont fait les frais, qui ont fait le choix de diminuer certaines gammes ou de retirer certaines références de leur catalogue pour des questions de coûts de mise en conformité. Et cette période de transition a l'avantage de laisser du temps à tous les acteurs pour se mettre aujourd'hui au niveau, mais elle a l'inconvénient, effectivement, de devoir laisser figer les produits en l'état. Et du coup, dans le numérique, l'impact est très, très important parce qu'il y aura très, très peu de nouvelles, de mises à jour importantes ou d'évolution importante des solutions logicielles dispositif médical sur cette période. Ça, c'est évident. Clément Nampon, donc société responsable marketing et communication chez Newcard. Donc Newcard qui est un éditeur de logiciels de télésurveillance médicale. Je te laisserai donner un petit mot de présentation de Newcard si tu veux. Je présenterai. Et ma question pour toi, alors bon, je connais un petit peu votre société et vos sujets. Donc vous aviez un dispositif médical de classe 1, suivant l'ancienne directive, telle qu'elle nous a été présentée, qui passe en classe 2A suivant le nouveau règlement, avec un impact qui n'est pas négligeable. J'aimerais que tu nous dises un peu justement l'impact que ça a eu pour Newcard, l'effort que ça vous demande en termes de ressources, en termes de ressources humaines et en termes aussi de frein au développement, peut-être de d'autres innovations. L'effort que vous mettez, je suppose, dans la mise en conformité, vous ne le mettez peut-être pas ailleurs. Exactement. Donc, est-ce que ça a un impact pour vous? Ouais, alors pour résumer un petit peu l'impact de ça, c'est comprendre où on en est dans la télésurveillance aujourd'hui. Il faut comprendre que la télésurveillance a été poussée par 2017 par le programme ETAP, qui était très expérimental. Et le fait de laisser en classe 1 permettait quand même une certaine liberté dans l'innovation. Il y a une chose importante dans le numérique qui est importante d'aborder, c'est que le numérique avance très très vite, beaucoup plus vite que le matériel, que le médicament. Aujourd'hui, vous mettez en place une prothèse de hanche. Oui, le matériau, la construction, ça demande beaucoup de... Mais le numérique va tellement vite, le codage va tellement vite, on met 20 développeurs, on peut aller très très vite et créer des solutions, des algorithmes, des logiciels, etc., qui vont répondre à des besoins où des fois, le goulot d'étranglement réglementaire n'a pas le temps de gérer cette vitesse-là. Donc ça, c'est un premier point. Et c'est vrai que d'être classe 1 permettait d'avoir dans une phase d'expérimentation cette liberté-là et cette culture-là. Et quand on passe de A, cette culture-là, elle change. Et donc, on passe aujourd'hui, on est nous une société qui était start-up et maintenant que moi j'estime on est scale-up, c'est-à-dire qu'on doit rentrer dans des process et un peu devenir des grands, quoi. Voilà, on est dans cette phase-là. Et évidemment, tu le disais, Julien, c'est tous les process, c'est tout ce que ça demande en termes de réglementation. Oui, le dossier, on en parlait là, tout ce qui est dossier technique, qui est donc évidemment, à un moment, il faut figer un peu et puis réécrire et puis se mettre un peu dans l'écriture des normes. Et aussi, c'est tout ce qui est le management par la qualité, qui, des fois, dans un mode start-up, est un grand changement de culture. Notamment la traçabilité, écrire à chaque truc bête, un petit exemple, mais écrire à chaque fois qu'un fichier créé, diffusé, il faut des références pour qu'il soit tracé dans un... Voilà. Donc ça implique des choses qui, et le terme a été dit juste là, ici, d'anticiper. Et c'est aussi former ses équipes, c'est évidemment passer du temps et former les managers à un changement de culture, de mindset, parce que on sait très bien, si aujourd'hui on n'a pas la certification 2A, après on n'est plus sur le marché. Donc l'impact aussi, il est fort. Et je rejoins un peu la réflexion qui est revenue plusieurs fois, c'est que ça, évidemment, ce sont des freins à de l'accélération de R&D, et même des fois des couperets pour des entreprises, comme on disait là, qui peuvent dire à un moment, on n'a pas les moyens humains, parce que ce sont des moyens humains finalement, de mettre en place ces systèmes-là pour redescendre les informations, former les collaborateurs. Voilà, je pense avoir
donner quelques indices. Merci Clément. Est-ce que tu veux que je parle de l'ANS aussi ou Est-ce que tu veux parler de l'ANS? Ouais, je veux bien en parler. Non, parce que ça a du sens. Ça a du sens. Ce qui était raconté avant, c'est que là, ça, c'est le marquage CE. Mais dans le numérique, on a aussi des autorités qui sont l'ANS, qui sont justement l'Agence nationale du numérique, du numérique en santé, l'Agence numérique en santé. Et aujourd'hui, en fait, ça fait partie des acteurs à qui vous devez vous rapprocher très rapidement, avec qui vous devez discuter, parce qu'ils apprennent aussi. Et ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, moi, je vois dans l'histoire, dans la surveillance, je prends l'exemple de pathologies chroniques, c'est l'HAS fait des recommandations, il y a des décrets, et après, on construit des normes qui sont autour de l'interopérabilité. Donc, construire des normes autour de l'interopérabilité sur la prise de données journalière pour un malade d'une pathologie chronique, je peux vous dire qu'il y a des coquilles qui sortent même des fois du réglementaire et que nous, après, experts terrain, médicaux, tout ça, on retravaille avec ces gens-là. Et là, je vais être plutôt rassurant, c'est plutôt des gens qui sont dans cette mouvance-là. Et là, j'étais un petit peu avec eux ce matin, c'est vraiment des gens qui sont dans l'échange. Et ça, je dirais, c'est le côté sympa, l'aspect réglementaire, c'est qu'il y a un côté collaboratif avec ces gens-là parce que on apprend encore. Le numérique fait que ça va tellement vite. OK, il y a le marquage CE qui est là avec les classes 1, 2A et 3, etc. Mais je vois quand même qu'il y a d'autres environnements réglementaires où on apprend. Bon, ça, c'est le côté sympa du numérique. Merci. Puis tu touches du doigt un autre sujet, et puis M. Rosset en avait parlé un petit peu dans sa présentation, c'est qu'il y a des. Alors, on parle beaucoup de la réglementation des dispositifs médicaux, qui est un peu chapeau aujourd'hui pour tous ces fabricants, mais il y a d'autres réglementations applicables, d'autres strates. Effectivement, alors après, des réglementations locales. Donc là, tout ce qui est enregistrement auprès de l'ANS, c'est vrai que c'est du franco-français. L'IA Act qui arrive, qui aura beaucoup d'impact sur tous les logiciels à base d'IA. Voilà. On en parlait juste avant. L'IACT aujourd'hui, moi, je mets un pas en arrière pour l'instant. Voilà. Je travaille sur des algorithmes simples qui sont faciles à comprendre pour les médecins, mais je ne mets pas du machine learning dessus parce que je ne suis pas sûr aujourd'hui de la réglementation et l'obligation de formation des professionnels de santé et du risque que je vais prendre en termes d'accessibilité de marché. Si je vois un système machine learning où il y a une réglementation qui n'est pas claire encore et que je sors avec un processus qui n'est pas clair pour les professionnels de santé, je risque de perdre le marché. Merci Clément. Donc, Sébastien Rosset, donc directeur du département des dispositifs médicaux actifs au GMED. Alors, moi, la question que j'avais pour vous et qui m'intéresse fortement en plus, mais on est dans cette phase de transition de ce qu'on appelle les legacy devices. Et dans cette phase de transition, les legacy devices ne doivent pas, pour pouvoir conserver leur marquage CE directive, je vais résumer de manière un petit peu simplifiée, mais pour pouvoir conserver leur marquage CE de manière directive, ne peuvent pas subir de modifications substantielles tant qu'ils n'ont pas obtenu le marquage CE suivant le nouveau règlement. Et on sait que pour les logiciels qui sont très régulièrement mis à jour, sur lesquels il peut y avoir des patchs de sécurité, entre autres, qui sont faits, dans quelle mesure est-ce que vous pouvez nous éclairer, nous apporter déjà un premier niveau de réponse sur qu'est-ce qui est une modification substantielle sur un logiciel, dans quelle mesure on peut quand même faire des correctifs sans que cela ait un impact sur cette phase de transition et cette phase de legacy? C'est un très vaste sujet où je pourrais en parler pendant. Vous m'entendez bien? Ouais, pendant au moins 1 heure, 1 minute. Alors, quand on parle de modification substantielle, on a d'ailleurs un deuxième terme, c'est significatif. C'est pour parler, pour schématiser, c'est une modification importante du dispositif. On a deux grands principes, on va dire. Il y a la modification sur le dispositif en lui-même. Donc, pour un logiciel, ça peut être une mise à jour. Sur un dispositif médical, ça peut être un changement d'une carte électronique, d'un composant. Mais aussi, on parle de modifications substantielles sur des processus. Si vous changez de système de management de la qualité, ça peut être considéré comme une modification substantielle. Donc, en fait, ce qu'a voulu dire la réglementation, c'est que dans cette vague de transition, si vous modifiez de manière significative votre dispositif médical, il faut considérer ça comme un garde-fou pour éviter que certains fabricants usent de cette voie-là pour pouvoir réaliser des modifications qui sont mineures, mais qui ne sont pas tant que ça, et qui modifient des choses importantes et qui feraient retarder
le passage vers la réglementation, parce que l'objectif premier est de passer l'ensemble des dispositifs médicaux sous la nouvelle réglementation. Donc après, dans cette modification importante, significative, substantielle, les choses peuvent paraître évidentes, hein, si vous changez une simple couleur sur une interface logicielle, c'est évidemment non substantiel, non significatif. Vous pouvez apporter des modifications. Si vous êtes dans un changement d'une revendication clinique, de revendication, d'utilisation finale, évidemment, ça va être une modification importante et du coup, ça va nécessiter de passer par le nouveau règlement. Donc, vous avez des choses qui peuvent être évidentes et puis d'autres qui sont dans une zone grise où c'est assez complexe puisque vous êtes dans un entre-deux. Euh, et, dans ce cas-là, ce que je recommande à chacun, c'est d'aller regarder les guides qui existent. J'ai cité, alors j'en cite 2, mais il y en a d'autres davantage, hein, mais vous pouvez commencer par regarder les guides GEMED sur notre site internet qui vous apportent des éléments de réponse qui clarifient même certaines dispositions, y compris sur le logiciel. Et vous avez aussi des guides NDCG qui existent et qui donnent des flowcharts à suivre en disant voilà, qu'est-ce que vous modifiez Est-ce que vous modifiez une matière, un matériau Oui, non. Et suivant l'usage de ce guide, déjà, ça apporte des éléments de réponse pour pouvoir déterminer si c'est une modification importante ou non. Et à l'issue de ça, il est vrai, il est juste que la nouvelle réglementation, dans un souci de meilleure transparence et dans les nouveaux usages, nécessite, quand vous êtes fabricant, de vous adresser à votre organisme notifié pour le notifier, pour lui adresser une modification significative ou substantielle. Vous n'avez pas obligation nécessairement de transmettre quelque chose qui est non significatif ou non substantiel. Ce sera des éléments qui seront revus de manière périodique au cours des audits, mais pas nécessairement de manière. Et là, je reprends le terme anticipation que je disais juste avant. C'est que quand vous avez dans l'idée d'avoir une modification et que vous considérez, vous, comme substantielle et significative, c'est vrai, effectivement, c'est d'anticiper au plus tôt, d'adresser la notification à votre organisme notifié pour qu'après, qu'il puisse prendre les dispositions, vous faire un retour sur ce choix que vous avez réalisé, sur cette démonstration que vous avez apportée, ce qui va sembler non substantiel ou non significatif ou les deux. Et derrière, à travers ce choix-là, sera de toute manière non pas établi une frontière, une barrière ou quelque chose, un terme péjoratif, mais bien au contraire, un accompagnement sur comment du coup pouvoir poursuivre la mise à disposition et la mise sur le marché du dispositif à travers soit un audit particulier, un travail complémentaire de la part de l'organisme notifié et du fabricant pour permettre de vérifier que l'ensemble des dispositions qui ont été prises par le fabricant dans son système de management de la qualité, entre autres, et dans sa documentation technique, ont été réalisées dans les règles de l'art pour pouvoir maintenir ce dispositif sur le marché. Merci. Merci. Et vous, alors, est-ce que c'est une difficulté pour vous, parce qu'on sait que dans les éditeurs de logiciels, le rythme du développement logiciel n'est pas celui de la réglementation de la notification. Donc, est-ce que si c'est des sujets sur lesquels vous planchez quand même en vous disant il faut qu'on arrive à terme, alors je sais que là il y a beaucoup de nouveautés, mais à terme à pouvoir être plus rapide et plus efficient sur la mise à jour sur cette mise à jour des dossiers pour les éditeurs logiciels. Est-ce que c'est un sujet quand même en interne ou ça reste trop complexe Alors, oui, c'est un vrai sujet, parce qu'il y a un caractère aléatoire pour tous les acteurs. Pour le fabricant, ça peut être une mise à jour suite à un bug avec une criticité qui est importante et qui nécessite d'aller de l'avant. On n'en parle même pas de notions purement commerciales ou marketing. Ça peut être aussi des sujets beaucoup plus larges. C'est aléatoire aussi pour l'organisme notifié, puisque par nature, si c'est aléatoire pour le fabricant,
rien ne me permet de prédire que lundi prochain, plutôt mardi, on travaille avec bien évidemment beaucoup de fabricants et on n'est pas, voilà, je peux pas vous garantir que mardi matin, j'aurai 1, 2, 3 ou 100 modifications qui seront apportées. Donc, c'est le mot-clé encore, anticipation. Je crois que ça va être le terme que j'ai le plus utilisé aujourd'hui, mais c'est vraiment ça le sujet. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose qui nécessite une urgence, de toute manière, on y répond. En tout cas, je crois qu'on le fait, qu'on le fait au mieux, parce qu'on a aussi cette notion au sein de GEMED de ce risque, hein, qu'il peut avoir sur le patient finalement, hein, sur ces ruptures de marché. Donc, évidemment qu'on priorise. Et après, si vous pouvez anticiper au maximum ces mises à jour, de toute manière, c'est quelque chose qui peut se planifier. Donc au GEMED, on a typiquement comme interlocuteur des chefs de projet certification. Donc, vous ne vous adressez pas à un auditeur ou un examinateur de produits ou à une autorité particulière, mais à un chef de projet qui suit votre dossier, qui comprend et qui connaît votre dispositif. Et vous pouvez très bien voilà, adresser votre analyse sur le caractère substantiel et significatif de votre dispositif, et si c'est fait au plus tôt, avec des dates qui sont fixées, avec un planning, évidemment, nous faisons en sorte d'éviter toute rupture de mise sur le marché. Merci Sébastien. Du coup, Sébastien Ferré, toi, tu es responsable des affaires cliniques chez MD1 et en particulier spécialiste de l'évaluation clinique des dispositifs médicaux. Donc, on le sait, hein, la nouvelle réglementation a eu un impact important, en particulier sur cette partie-là, sur les exigences en termes d'évaluation clinique des dispositifs médicaux. Donc, la question que j'ai envie de te poser, c'est en termes d'évaluation clinique des logiciels dispositifs médicaux en particulier, quelles sont les stratégies et un petit peu les retours que tu peux nous faire sur ce que tu préconiserais? Très bien, un sujet assez large aussi. Alors, je vais me baser sur mon expérience et sur une vingtaine de soumissions de logiciels auprès d'organismes notifiés. Votre stratégie, en fait, elle va surtout dépendre de vos revendications. À partir du moment où, en fait, on va avoir, je vais dire, 2 grands cas de figure. Soit vous avez un logiciel qui va apporter un bénéfice et que ce bénéfice va répondre à la définition du bénéfice du MDR, c'est-à-dire mesurable, c'est-à-dire significatif auprès d'un patient, auprès de sa prise en charge ou pour la santé publique. Si tout ça, en fait, ce bénéfice-là est chiffré et on retrouve des éléments qui vont dans ce sens dans l'état de l'art, je vais dire qu'une des voies et la meilleure voie, c'est l'investigation clinique. Voilà, vous allez générer des données cliniques pour venir prouver et couvrir le bénéfice que vous allez revendiquer. On est parfois sur un cas de figure où le dispositif est issu de centres de recherche. Et là, effectivement, il y a eu de l'investigation clinique, il y a eu de la publication et on passe à la phase industrielle. Donc, il y a un rachat, en fait, de droits d'exploitation. En fait, l'industriel va venir émettre des modifications pour rendre le dispositif viable sur le marché. Mais à partir du moment où il ne va pas toucher au cœur du dispositif, au cœur de l'algorithme, au cœur de tout ce que vous voulez, on va avoir les mêmes revendications et à partir de là, il y a une stratégie d'équivalence qui peut se faire entre le dispositif du centre de recherche et le dispositif qui va être industrialisé. Cette notion d'équivalence, en fait, elle se rencontre vraiment que dans le dispositif médical, vraiment, c'est-à-dire que vous allez devoir comparer les 2 dispositifs. La stratégie d'équivalence avec un produit concurrent, il faut oublier sur le logiciel pour moi. C'est une stratégie que je n'ai jamais faite et je pense qu'en fait, on se prendrait un mur tout simplement, puisque très difficile de pouvoir comparer 2 logiciels de 2 sociétés différentes pour moi. Par contre, quand on part d'une V1 et qu'on développe une V2 et qu'on ne touche pas en fait au cœur du dispositif, cette stratégie-là peut fonctionner et demandera de générer des données après marquage CE, bien sûr. Et on se retrouve parfois sur des logiciels où cette notion de bénéfice est assez éloignée, tout compte fait, ou en tout cas le bénéfice, en fait, il est difficilement mesurable, il est difficilement significatif. Ça ne veut pas dire que le dispositif n'a pas forcément de bénéfice, mais on a ce qu'on appelle un bénéfice indirect.
Et dans ces cas-là, il y a une stratégie, il y a une ouverture en fait par la réglementation et par le paragraphe 10 de l'article 61 du MDR. Désolé, je peux être un peu grossier parfois, mais vous allez voir, ce paragraphe en fait est tout à fait très simple. C'est pour certains logiciels, l'utilisation de données cliniques ne sont pas forcément pertinentes. Et on va s'appuyer sur d'autres sources de données qui vont être tout aussi pertinentes pour défendre un marquage CE. Ça ne va pas forcément dire qu'on ne va pas générer de données à un moment, mais comme on part sur un bénéfice indirect et qu'on ne le mesurera pas parce que c'est difficile en fait de le mesurer, ou alors il n'y a pas forcément de choses significatives, ou ça demanderait de mettre en place des études qui ne seraient pas viables, bah, cette stratégie-là peut fonctionner pour l'obtention du marquage CE. De la même manière, après marquage CE, on peut avoir le choix de venir confirmer. Alors, on ne va pas parler de bénéfices, on va parler de performance, mais venir confirmer les performances en vie réelle, puisque comme vous allez utiliser des données qui ont été générées, on va être parfois éloigné de la condition réelle. Il y a un intérêt, je pense, à venir confirmer ça en vie réelle sur l'utilisation de bases de données. J'ai utilisé le terme tout à l'heure d'investigation clinique. Dans le logiciel, en fait, il y a aussi parfois des stratégies qui fonctionnent et qui sont, je vais mettre en place une étude, mais pas forcément une étude sur le patient. Je vais mettre en place une étude à partir de bases de données, et à partir de bases de données d'imagerie anonymes, à partir de banques, en fait, hein, de données, et je vais faire tourner ma solution. On va souvent avoir deux types de banques. Une première banque de données, en fait, un premier dataset qu'on va faire tourner sur la partie conception pour faire apprendre en fait mon algorithme pour qu'il puisse être de plus en plus puissant. Et on va faire tourner sur un deuxième dataset qui va être pour venir valider ma solution et être certain qu'elle répond en matière de performance, de bénéfice si j'ai un bénéfice, et en matière de sécurité. Sur cette notion de besoin de données cliniques, de la nécessité d'avoir des données cliniques sur mon dispositif, et sur cette notion justement de bénéfice direct et de bénéfice indirect, on est parfois confronté en fait à une interprétation de l'organisme notifié. Et parfois, en fait, le choix de l'organisme notifié peut conditionner, en fait, malheureusement, la stratégie qui va être choisie. C'est parfois, en fait, la difficulté qu'on a, nous, à appréhender les choses. Alors, ce qui est très positif, en fait, c'est qu'il est très simple de discuter avec l'organisme notifié et c'est très simple de discuter avec les évaluateurs. Et savoir et comprendre exactement leurs attentes, ça, c'est quelque chose qui se fait très bien. Moi, je recommande à tous les fabricants, à un moment où il y a une difficulté, de pouvoir échanger en direct avec l'évaluateur. Nous, on le fait et souvent, en fait, ça permet de débloquer les situations et ça se passe souvent très, très bien. Donc, voilà. Et aujourd'hui, cette interprétation-là, ça reste quand même des notions assez touchy, en fait, hein. Vous êtes face à un évaluateur qui est lui-même humain, qui a lui-même son expérience au sein de son ON, qui a une formation qui est propre, en fait, parfois à l'organisme notifié. Donc, voilà, on se retrouve face à ça et malheureusement, parfois, on choisit une stratégie qui nous semble être fiable et tout compte fait, on se retrouve à changer de stratégie pour pouvoir répondre aux exigences de l'évaluateur et de l'organisme notifié. Voilà. Merci Sébastien. Je t'en prie. Sylvia Pelayo, j'ai pas écorché votre nom. C'est exactement ça. Merci. Donc, vous êtes coordonnatrice du CICIT et partenaire du tiers-lieu Institute. Alors, on vient, Sébastien, de nous expliquer un petit peu les problématiques d'évaluation des dispositifs médicaux et comment le CICIT peut accompagner les fabricants de DM justement dans l'évaluation de leurs produits, en particulier dans le cadre aussi de ces tiers-lieux d'expérimentation. C'est très bien parce que le lien est vraiment parfait. Exactement, il n'y a plus qu'à en fait. Je vais y répondre. Alors surtout finalement au titre des tiers-lieux d'expérimentation, enfin qui ont été pas mal médiatisés. Je ne sais pas si ces structures sont connues ou pas, mais finalement là il y a 25 tiers-lieux qui ont été labellisés par le ministère, donc qui sont des structures qui accompagnent les expérimentations en vie réelle et avec tout ce que tu viens de décrire, donc sur les aspects réglementaires et les aspects méthodaux. Et 5 qui vont être labellisés là dans l'année à venir, donc 30 au total.
Il y en a un donc, que je représente aujourd'hui, In Situ, qui est un tiers-lieu qui a été labellisé dans les Hauts-de-France. Et donc, tout l'enjeu de ces tiers-lieux, alors qu'ils se mettent en place, hein, parce que finalement, nous, on a été labellisés sur la première vague, mais ça fait qu'1 an qu'on existe, même si les équipes existaient déjà, et c'est surtout plus une fédération et une structuration d'équipes qui existaient déjà, mais quand même, c'est pas si simple. Et peut-être du coup, pour répondre à votre question, finalement, qu'est-ce que peuvent faire les tiers-lieux? Leur mission normalement sur l'ensemble des tiers-lieux, donc c'est bien d'accompagner les expérimentations en vie réelle, de faciliter et d'accompagner les porteurs. Donc une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, hein, concrètement, on fait comment? Chaque tiers-lieu fonctionne assez différemment. Il y a un modèle économique, évidemment, chaque tiers-lieu doit trouver son modèle économique. Et je vais parler de ce que je connais, donc d'In Situ. In Situ, l'idée, c'est effectivement de fédérer les expertises qui vont bien, parce que ça a été pas mal souligné au niveau des différentes interventions. Finalement, le réglementaire et la méthodo, ça demande quand même des expertises variées, en fait, selon ce qu'on va revendiquer, selon ce qu'on veut mettre en place. Ça évolue vite. Enfin voilà, on a vu que c'est complexe, et tout l'enjeu est de mettre tous les experts qui vont bien au moins à un moment autour d'une table, et puis d'être capable d'accompagner les porteurs. Et surtout, et alors ce terme-là a été un tout petit peu dit, mais moi j'insiste beaucoup, je l'ai mis en gros un peu partout, ces structures-là, elles doivent être aussi agiles et flexibles, en fait. Et c'est pas simple quand on doit mettre autour de la table tous les gens qui vont bien, qui sont déjà, enfin voilà, bon bref. Donc c'est un des enjeux des tiers-lieux. C'est pas parfait, mais ça commence à se mettre en place, et notamment pour In Situ. Alors, il y a ce côté-là, et ça commence à plutôt bien tourner, même si c'est pas toujours tout beau, tout rose, mais on commence à avoir des porteurs qui nous contactent. On a une vingtaine de porteurs aujourd'hui depuis 1 an qu'on accompagne est un grand mot, mais qu'on a reçus, et dont une dizaine qu'on accompagne. Et alors, forcément, comme je disais, les tiers-lieux doivent aussi trouver leur modèle de financement. On ne peut pas accompagner tout le monde, et puis le financement, c'est aussi le nerf de la guerre. Mais ces structures-là, donc c'est quand même une table ronde qui parle aussi d'opportunités, hein. Ce n'est pas que les contraintes de la réglementation, mais c'est aussi les opportunités. Ces tiers-lieux-là existent, et pour la plupart d'entre eux, finalement, ont aussi une mission d'accompagner les porteurs sur les aspects financiers pour certains aspects. Donc, par exemple, In Situ, le comment c'est organisé. Si la solution finalement innovante répond à un besoin, c'est quand même la moindre des choses. Et deuxièmement, c'est à quel point ce besoin, donc on a toute une méthodologie, toute une comitologie qui s'est mise en place. Ce besoin est jugé prioritaire pour le territoire. Les ressources du tiers-lieu sont aussi mises à disposition finalement pour accompagner les porteurs dans la recherche de financement. Donc là, par exemple, sur les différents porteurs qu'on a, nous, il y a 3 financements qui ont été trouvés finalement par le tiers-lieu, et on est en train d'en accompagner 3 autres dans la recherche de financement. Donc c'est aussi une opportunité pour les porteurs que de s'adresser à ces structures-là au sens large, et il y en a 25 et bientôt 30. Et après, pour terminer, parce que bon, je me suis dit, bon, si je devais réfléchir en tant que porteur d'un tiers-lieu, c'est quoi un peu le cahier des charges quelque part, les fabricants qui arrivent dans ces structures-là, quel pourrait être le cahier des charges pour le tiers-lieu? Et je me suis noté quelques mots-clés. Alors, vous me direz si c'est partagé ou pas, et si j'en ai oublié finalement. Quand même, une des premières missions, c'est de pouvoir accéder au terrain. C'est des expérimentations en vraie vie, accéder au terrain et selon les besoins d'expérimentation. Donc, par exemple, In Situ, on n'est pas sur une thématique ou une spécialité particulière, mais on accompagne le numérique au sens large, et on essaie de faire le lien ville-hôpital. Selon les terrains, les besoins d'expérimentation de nos porteurs, il faut qu'on puisse finalement ouvrir les terrains hospitaliers. Alors ça, on sait à peu près faire, et ça a été dit, ça existe, on sait à peu près, on a les conventions, mais il faut aussi être capable d'ouvrir les terrains de façon beaucoup plus large, quel que soit le territoire, en MSP, en cabinet de ville, chez les kinés, enfin voilà. Et donc ça, typiquement, nous, comment on saisit? Alors ça se met en place petit à petit, hein, c'est pas, mais on essaye de mettre en place petit à petit les conventions qui vont bien selon les porteurs, pour que, une fois qu'on a travaillé finalement avec un terrain, avec une structure, la fois d'après, si ce soit entre guillemets facilité. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, alors j'en ai déjà parlé finalement, c'est être capable de mettre autour de la table tous les experts qui vont bien, réglementaires, méthodos, c'est pas toujours évident, mais on y arrive à peu près. Je vais pas dire que c'est toujours tout beau tout rose, mais ça tourne plutôt pas trop mal, avec des circuits qui commencent à se mettre en place et qui sont dédiés et qui permettent d'avoir une certaine, je dis bien certaine, une certaine agilité. Par exemple, j'ai un cas d'un porteur pour lequel on est allé chercher un financement.
la grosse machinerie, on a mis en place l'évaluation, le protocole qui va bien, on obtient le financement et puis on va démarrer l'étude et finalement changement de stratégie du porteur qui revendique une prise en charge Pécan et du coup ce serait dommage de passer à côté de ça et il a fallu dans un temps relativement court être agile. On y est arrivé, ça n'a pas été facile, mais voilà. Donc il y a aussi ce côté agilité, flexibilité qui me paraît hyper important. Puis après j'ai pris des notes et après je termine. Selon quand j'ai entendu finalement mes collègues présenter, ça nous tient aussi à cœur d'impliquer, on n'en a pas parlé, dans les protocoles qui se mettent en place. Je ne sais pas si vous le faites, c'est pas toujours évident, mais finalement les end users en fait. Donc les cliniciens souvent sont dedans, mais les patients et les aidants, il faut aussi qu'on les mette dans la rédaction des protocoles. Donc nous on le fait systématiquement et ça a été aussi souligné tout à l'heure, le côté pas facile dans les méthodes d'évaluation du numérique. On le sait et aujourd'hui pour grande partie de ces protocoles-là, on est quand même encore dans de la recherche et dans de la méthodologie. On travaille du coup aussi avec les équipes académiques du site qui se posent les questions des méthodes innovantes sur comment on évalue ce type de logiciel. Alors, on a beaucoup travaillé sur les logiciels d'aide à la prescription parce qu'on ne peut pas comparer, on est bien d'accord. Enfin, voilà, comment on met en place. On travaille aussi avec les académiques qui vont bien. Et donc, tout l'enjeu, je pense, c'est d'être capable de mettre autour de la table finalement tous les gens qui vont bien sans que ce soit trop l'usine à gaz, si je peux me permettre. Mais voilà. Merci Sylvia. Alors je salue l'effort et le travail sur l'évaluation et les investigations en médecine de ville parce que qu'est-ce que c'est compliqué à faire. Merci à tous. Je vais me permettre de conclure du coup, mais moi ce que je retiendrai c'est que la réglementation, il ne faut pas oublier qu'elle est avant tout au service des patients et de la sécurité et de la qualité et de la performance des produits. Et malgré que ça peut paraître pour des fabricants des difficultés, il ne faut pas oublier, voilà, Louis nous l'a rappelé tout à l'heure, il y a eu quelques scandales et quelques faits passés qui nous poussent à vouloir une réglementation qui soit mieux pour les patients, avant tout pour les patients. Ça, c'est mon premier point. Après, je pense que la réglementation ne doit pas être un frein à l'innovation. Alors moi, je le constate aussi dans mon métier. Je n'ai pas l'impression qu'on innove moins qu'avant, mais par contre, les innovations vont mettre un peu plus de temps et demander un peu plus de moyens pour arriver au marché. Mais est-ce que ça ne va pas aussi, quelque part, avoir une certaine sélection naturelle des bonnes innovations et des gens qui ont vraiment envie de porter leur innovation jusqu'au marché? En fait, ça, c'est que mon point de vue. Voilà. Et puis, malgré tout, il y a beaucoup d'outils, particulièrement en France, pour innover. Et on l'a bien vu aujourd'hui au travers de la chaire industrielle Elodie, du Living Lab, des tiers-lieux d'expérimentation, qui sont quand même de beaux outils pour permettre et continuer d'innover en santé en France. Merci.